Alors en 1955, quand Richard Fleischer réalise La fille à la balançoire, il a à peu près 7 ans de carrière. Donc il a commencé sa carrière après la Seconde Guerre mondiale. Donc il a eu le temps de faire même pas une dizaine de films, il me semble. Alors il a quand même fait un film pour lequel il est particulièrement connu, il vient de le réaliser, c'est 20 milieux sous les mers, l'adaptation de Jules Verne. Et auparavant, il va plutôt se spécialiser dans le film policier, dans plutôt ce qu'on appellerait de la série B. Donc là, il en est à une période un peu différente de sa carrière. Avec 20 milieux sous les mers, on va arriver à une période un petit peu plus flamboyante de la carrière de Richard Fleischer. Donc La fille à la balançoire est inspirée d'un fait divers qui avait défrayé la chronique au début du XXe siècle à New York. C'est l'histoire d'un triangle amoureux. Evelyn Nesbit, une chorus girl qui avait épousé un milliardaire, Harrison, qui en plein jour a assassiné un architecte de renom, Stanford White, qui l'accusait d'avoir violé sa femme quand elle avait 14 ans. Donc ce procès, finalement le milliardaire en est ressorti, on l'a envoyé en asile psychiatrique parce qu'il a été convaincu d'avoir en fait des troubles psychiatriques qui l'avaient mené à ça. Puis il a finalement divorcé de sa femme qui elle a plus ou moins continué une carrière d'actrice. Voilà, donc une histoire quand même relativement sordide puisque le viol est avéré. Stanford White était effectivement un homme qui aimait les très jeunes femmes et d'une certaine façon une histoire qui est un peu étonnante pour l'Hollywood de l'époque, Hollywood des années 50, mais comment Hollywood à l'époque va pouvoir s'emparer d'un fait aussi scabreux. Je vous présente Evelyn Nesbit, une petite bonne femme qui a un homme sous 6 pieds de terre et un autre dans un cabanon. Et la voilà, la fille à la balançoire, Evelyn Nesbit. Alors Fleischer avait un goût pour le film noir et les faits divers, pour d'ailleurs les faits sordides en règle générale, avec notamment il fera beaucoup plus tard le film sur l'étrangleur de Boston, sur un serial killer. Donc on peut imaginer que Richard Fleischer, en se souvenant de ce fait divers, ou aussi quand on lui a proposé ce fait divers, puisqu'en fait le producteur du film apparemment avait connu enfant l'architecte Stanford White qui avait été assassiné. Donc on peut imaginer que c'est le producteur du film qui a proposé à Richard Fleischer cette histoire qui ne pouvait que le fasciner parce qu'il aimait justement ces histoires de procès, de meurtres. Madame Evelyn Todd. Alors c'est Marilyn Monroe qui avait été d'abord pressentie pour jouer le rôle principal, le rôle d'Evelyn Nesbit à la place de John Collins qui finalement a été choisi. Marilyn a refusé le rôle. Elle a d'ailleurs été du coup suspendue de la Fox pour laquelle elle travaillait depuis quasiment les tout débuts de sa carrière. Parce qu'en fait, Marilyn, à cette époque-là, voulait être plus indépendante. Elle en avait assez d'être dépendante de ce studio, de la Fox, des choix puisqu'à l'époque, on était encore dans ce studio système où les acteurs étaient obligés de prendre les rôles que leur proposait le studio. Donc elle a fondé une année avant d'ailleurs la sortie de La fille à la balançoire, sa propre société de production, pour enfin choisir ses films et pour avoir des rôles un petit peu plus conséquents. Donc on ne connaît pas véritablement les raisons pour lesquelles Marilyn a refusé le rôle. On peut imaginer que le rôle était peut-être un peu trop sordide pour elle. Et pourtant, ça aurait été tellement intéressant de la voir, elle qui justement était l'actrice qui savait le mieux jouer entre sa figure de sexe symbole et puis cette figure très innocente de jeune fille qui n'avait pas bien connu ses parents, de femme un peu brisée par la vie, etc. Donc on imagine que John Collins était plutôt une débutante à l'époque, elle est très bien dans le rôle, mais Marilyn Monroe aurait sans doute ajouté quelque chose qui aurait en plus sans doute apporté quelque chose de différent à sa carrière parce qu'elle n'avait jamais joué de personnage aussi troublant en fait. Vous teniez vraiment à me voir? Oh oui, Monsieur White. Ne m'appelez pas Monsieur White.
Si, appelez-moi Monsieur White. Maintenant, au revoir, mademoiselle Nesbit. Je suis votre très humble serviteur. Vous savez la vérité, n'est-ce pas? La vérité, Monsieur White? Pour vous et pour moi. Je la sais seulement pour moi. Il faut que l'un de nous se montre raisonnable. Et étant donné la différence d'âge, c'est à moi que cela incombe. Vous me comprenez? Oui, Monsieur White. Je ne reviendrai plus jamais. Alors, il ne faut pas oublier qu'à l'époque, dans les années 50, Hollywood est encore sous le coup d'une forte censure qui était instaurée depuis le milieu des années 30. Hollywood va progressivement s'en libérer dans les années 60, mais dans les années 50, il y a encore beaucoup de sujets qu'on évite. Et alors là, forcément, encore une fois, on est devant un fait divers sur lequel il va falloir un petit peu ruser. Mais on imagine aussi que, comme la plupart des cinéastes de génie, Richard Fleischer n'a pas envie de tout édulcorer. Donc comment faire pour à la fois faire passer ça sous les yeux de la censure et puis en même temps montrer des choses qui nous intéressent vraiment. Donc alors ce qui est, voilà, le fait divers, c'était Stanford White, l'architecte, aurait violé Evelyn quand elle avait 14 ans. Alors, c'est transformé, il n'y a plus du tout d'histoire de viol dans le film, ce serait vraiment une passion amoureuse entre les deux. Et puis, Evelyn n'a pas du tout 14 ans dans le film, en tout cas venue à l'âge adulte. Donc, c'est déjà un petit peu moins, même si c'est quand même déjà imposé pour Hollywood de l'époque, une histoire adultérine, puisque Stanford White est marié. Mais on n'a plus d'histoire de viol, on n'a plus d'histoire de pédophilie, et Stanford White, dans le film, passe en fait pour un amoureux. Vraiment quelqu'un qui tombe fou amoureux de cette jeune femme et qui voudrait pouvoir sacrifier, mais qui en est un peu empêché par l'honneur, donc il ne sacrifiera pas son mariage. Et elle, pareil, va être une amoureuse, une typique hollywoodienne, et un peu écartelée, voilà, et puis dans cet amour. Donc, on reste dans la morale hollywoodienne, mais comment quand même suggérer qu'il se passe quelque chose, parce que malgré tout, on montre aussi qu'il y a une vraie différence d'âge entre les deux, ce qui reste un petit peu choquant. Donc il y a cette scène absolument géniale de la balançoire qui donne son titre au film, où on voit Evelyn qui, fascinée par cette magnifique balançoire rouge accrochée au plafond d'une des pièces de l'appartement de Stanford White, et donc elle va s'asseoir dessus, et là Stanford White se met à la pousser et à lui dire d'essayer de toucher la lune avec ses pieds, parce qu'il y a une petite fenêtre en forme de lune. Et puis déjà le symbole là est très clair, la lune au cinéma c'était très souvent un symbole de désir, la balançoire, il n'y a pas besoin d'en dire plus. Et puis il se fend quand même en plus de ça, Richard Fleischer, de plusieurs plans sur le visage de Remy Land qui joue l'architecte, qui est clairement et complètement, c'est la seule fois d'ailleurs qu'il a un regard un peu pervers dans le film, parce que tout le reste du temps il joue quand même quelqu'un de plutôt élégant, etc. Mais là, voilà, on comprend tout à fait ce qui va se passer, il n'y a pas du tout besoin, et c'est ça qui est le charme de l'Hollywood aussi de l'époque, il n'y a pas besoin de plus, on a très bien compris, d'autant plus que le plan suivant, une fois qu'Evelyn a touché cette lune avec ses pieds, c'est la balançoire vide qui continue un petit peu à se balancer seule, quoi. Donc voilà, c'est aussi des moyens de contourner la censure, et c'est très bien fait dans La fille à la balançoire. Alors la balançoire n'est pas une invention de Fleischer, elle existait bien dans le fait divers réel. Stanford White était connu pour avoir une espèce de garçonnière. Il y a quand même des choses qui sont très vraies dans le film. Je crois qu'on disait que le film était 30% fiction et 70% fait réel. Donc on peut imaginer que beaucoup de choses sont vraies dans le film, et notamment donc cette balançoire qui a bien existé dans cette garçonnière qui se trouvait à côté d'un magasin de jouets, comme il est montré dans le film. Et puis, on imagine très bien que le cinéma et le cinéaste ont pu être passionnés à l'idée d'utiliser ce genre d'objet dans un film.
Alors Harry Saw, donc milliardaire de son état, était connu pour avoir des troubles psychiques. Donc ça aussi, ça est repris dans le film, hein, puisqu'il est un peu excusé de sa manière d'agir. Et d'ailleurs, c'est le seul personnage qui, par rapport à la réalité, semble plus proche de... Il est joué par Farley Granger, qui a souvent joué des personnages un peu cruels, un peu déviants. Et donc, Saul était atteint d'une sorte de schizophrénie et donc a été véritablement placé en asile psychiatrique après, et était vraiment convaincue que sa femme était violée, mais d'ailleurs elle l'avait été vraiment. Alors que dans le film, elle ne cesse de lui dire non, je n'ai jamais été violée, c'était un vrai amour, et lui. Mais ça, de toute façon, c'est beaucoup plus cinématographique en fait. Il faut aussi se dire qu'il n'y a pas qu'un problème de censure, il y a aussi, mais qu'est-ce qui passe mieux au cinéma en fait? Et la passion amoureuse passe mieux au cinéma finalement que le côté un peu sordide de mon honneur est taché. Et là, c'est de la passion amoureuse et ça intéresse plus Hollywood. Il t'a attiré par ruse dans son atelier, n'est-ce pas? Parlons pas de ça. Et puis il t'a fait boire. Ah, je te supplie, Harry, Réponds oui c'est ou non. ça. Oui. Qu'est-ce que c'était? Du vin? Oh, qu'est-ce que ça change? Du vin rouge, pour que tu ne vois pas qu'il y mettait une drogue. Il n'avait rien mis dedans. Alors pourquoi du vin rouge? Ce n'était pas du vin rouge, c'était du champagne. Du champagne. Pour masquer le goût des drogues. Mais de quoi parles-tu? Stanford White et ses méthodes. Oh, Harry, non, ce n'est pas vrai. Mais il y a un instant, tu l'as avoué. Ah, je t'en prie, je n'en peux plus, Harry, je t'en prie. La psychanalyse va avoir beaucoup de succès à Hollywood avec l'arrivée des immigrés allemands à la fin des années 30 et surtout pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc il y a beaucoup de films tournés pendant la Seconde Guerre mondiale et surtout après les années 40 et jusqu'au milieu des années 50 qui vont avoir au cœur de leur histoire des héros, soit psychiatres eux-mêmes, soit plus souvent hantés par des problèmes de leur enfance ou autres qui vont être détectés par un médecin. Donc c'est ce qu'on voit dans La Maison du docteur Edward Hitchcock. D'ailleurs, de toute façon, c'est un thème hitchcockien par excellence, hein, puisqu'on le retrouve jusqu'au film Pas de printemps pour Marnie. Et puis il y a des films comme celui d'Otto Preminger, Le mystérieux docteur Corvo, ou le film La double énigme avec Olivia de Havilland, où vraiment tout va tourner autour de la compréhension de la psychologie de personnages tourmentés. Alors ici, il y a déjà le personnage d'Harry Saw autour duquel va tourner une espèce de compréhension psychanalytique du personnage, puisqu'encore une fois, il ne va pas être condamné pour le meurtre de Stanford White parce qu'il va être déclaré fou et envoyé en asile psychiatrique. Mais finalement, c'est un petit peu secondaire. C'est plutôt là où c'est vraiment intéressant, c'est dans la séquence du rêve où en fait Evelyn se trouve séparée de l'homme qu'elle aime, Stanford White, qui l'a envoyée dans une université pour filles, et elle se trouve en train de rêver. Et encore une fois, c'est là où Richard Fleischer s'amuse un peu de la censure, puisqu'il n'a toujours pas véritablement montré le désir sexuel ou l'accomplissement de l'acte entre les deux, puisqu'il ne peut pas vraiment le faire. Mais comment il va le faire? Il va le faire via ce rêve. Donc on a Evelyn qui va, c'est assez court, hein, c'est une séquence qui dure une trentaine de secondes, mais Evelyn qui va être complètement tourmentée dans son sommeil par des images de son passé qui vont s'entremêler, et notamment, ça c'est typique à Hollywood, une scène de plage où on voit donc la mer, les vagues qui arrivent sur la plage comme ça, c'est une mer complètement vide, et ça a toujours également, un peu comme la lune, symbolisé le désir, la réalisation de l'acte sexuel à Hollywood. Voilà, donc c'est une scène où on va voir cette petite part. Alors tout le film ne tourne pas autour de la psychanalyse, comme certains autres films hollywoodiens, mais on va avoir cette petite mode, effectivement, de la psychanalyse hollywoodienne dans le film.
Alors, Fleischer est habitué du film noir, hein, on l'a vu, et donc a fait beaucoup de films en noir et blanc, et a aimé raconter des faits divers en noir et blanc, comme dans le film Le génie du mal. Mais ici, on voit bien que c'est véritablement le Technicolor qui va fonctionner pour ce film. Alors, simple première raison déjà, le titre. Ça s'appelle en anglais The Girl with the Red Swing, donc avec la balançoire rouge. Donc bon, le rouge aussi qui est une couleur symbolique, hein, on en revient au symbole de la passion amoureuse dans de très nombreux films. Donc, ça semble important d'avoir de la couleur, rien que pour cette scène splendide de cette balançoire rouge trônant au milieu de cette pièce. Alors, autant Fleischer a fait de grands films en noir et blanc, autant il en a fait aussi de grands en couleur. Puisque les Vikings, qui va venir après, quelques années après, superbe fresque historique va l'être en couleur, et on sent bien que c'était nécessaire d'avoir cette couleur dans ce film, tout comme dans 20 000 lieues sous les mers, donc, dont on parlait, qui a été réalisé un an auparavant. Alors, il y a effectivement cette mode à Hollywood dans les années 50, depuis l'arrivée du Technicolor dans les années 30, et puis bon, les années 50, c'est la vogue du cinémascope, donc, puisque le film La fille à la balançoire est tourné en cinémascope, donc il y a forcément une envie de surfer sur cette vague, mais c'est ici vraiment quelque chose qui correspond tout à fait au film, d'abord pour la dimension passionnelle, symbolique du film, on l'a vu, mais aussi parce que c'est un drame historique, c'est un drame en costume. Voilà, ça correspond à toute une... on pense à Minelli aussi beaucoup dans ces scènes-là, tout un pan du cinéma hollywoodien où il y avait un côté quand même un peu... magique dans le cinéma, d'espèce de recréer une époque. Donc on avait besoin, on pense aussi à Autant n'emporte le vent, hein, de recréer dans le décor, dans les costumes, une espèce de vision idéale d'une période historique, oui, flamboyante. Je pense que ce choix du Technicolor est un mélange de tout ça chez Fleischer. Oui, Dove? Je l'ai tué parce qu'il a attenté à l'honneur de ma femme. Alors ce fait divers a fait beaucoup parler de lui, hein. Je rappelle, donc, on l'avait appelé le procès du siècle, donc c'est quelque chose qui a forcément intéressé beaucoup d'artistes, hein. Donc au-delà de Richard Fleischer, il y a eu aussi une version française, hein, du fait divers. Alors là, donc c'est La fille coupée en deux de Claude Chabrol. C'est un film ici qui va plus prendre la saveur et la structure de l'histoire, plus que là, c'est une version française du film, contemporaine, etc. Donc, on imagine bien ce que Chabrol, qui aimait ce genre à la fois le sordide, mais aussi ces rapports entre individus, on imagine bien ce qu'il a trouvé dans cette histoire. Donc, ça a été d'ailleurs l'occasion pour le film La fille à la balançoire de ressortir en salle, parce que c'est un film qui... malheureusement n'a pas eu vraiment dans la carrière de Richard Fleischer, n'a pas vraiment marqué, hein. On se souvient plus des Vikings, de L'étrangleur de Boston, de 20 000 lieues sous les mers, et on a un peu oublié La fille à la balançoire, donc ça a permis de faire revivre un petit peu ce film, ce que j'espère cette édition DVD continuera à faire.